Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Hier soir, Xavier nous parlait de ses préoccupations hypocondriaques. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le journal Libération, Éric Favreau, dans sa chronique Carnet de santé, évoquait les sites et les forums de discussion santé et bien-être qui foisonnent sur le web. Il citait une étude de 2 sociologues qui notent que plus d'un internaute sur 3 visite une fois par mois un site internet de santé bien-être, soit 16 millions de personnes au total. Alors les 2 chercheurs mettent l'accent sur le caractère particulièrement anxiogène des informations échangées, précisant que l'internaute s'exprime souvent à la suite d'un diagnostic, principalement la nuit pour soulager son angoisse, ajoutant que celui-ci projette son espace privé dans l'espace public de façon violente et crue, sans code ni médiation, avec le destinataire du message qui est souvent lui-même une personne fragile. Si vous voulez d'ailleurs plus d'informations sur cette étude, vous pouvez aller sur le site qui est www.telecom-em.eu www.telecom-em.eu. Donc c'est vrai que la santé est devenue une obsession de notre époque. Vous-même, vous êtes peut-être addict aux sites de santé, de bien-être. Quelles sont vos attentes, vos motivations? Peut-être avez-vous eu des déconvenues à ce sujet. Au contraire, vous avez trouvé des informations utiles. Vous êtes très informé sur votre maladie. Vous êtes devenu un spécialiste. Vous trouvez que vous êtes même plus informé que votre médecin. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Vous êtes médecin et vous êtes parfois agacé par vos patients qui font référence à ces forums de discussion et qui veulent poser un diagnostic, un pronostic avant vous, qui veulent traiter un peu d'égal à égal avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour en parler au 39 21. Ça pourrait être intéressant d'en débattre puisque ces chercheurs le soulignent, c'est particulièrement la nuit qu'on appelle, et ça se comprend parce que la nuit, les angoisses ressurgissent. Alors vous pouvez également en parler par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Ce soir, vous serez accueillis par Julie et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et à propos d'ailleurs de ceux qui ont des préoccupations hypocondriaques, je vous recommande un excellent livre, qui c'est traité de façon assez drôle, bien que très réaliste, puisque c'est écrit par un homme qui a été hypocondriaque, et il raconte un petit peu ce qu'a été sa vie. Il dit que c'est maintenant un hypocondriaque qui se soigne. Il s'agit de c'est Gilles Dupin
de Lacoste, et ça s'appelle L'hypocondriaque, sa vie, son œuvre. C'est écrit en collaboration avec un psychiatre, le docteur Robert Neuberger, et c'est à la petite bibliothèque Payot. Gilles Dupin de Lacoste, L'hypocondriaque, sa vie, son œuvre, avec le docteur Robert Neuberger, petite bibliothèque Payot. Bonsoir, bonsoir Cathy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ouais, écoutez, ça me fait plaisir de prendre mon appel. Ben moi aussi, je suis heureuse de vous entendre. Moi aussi, écoutez, je dors avec vous tous les soirs, vous êtes de bons conseils. Et puis en ce moment, tout va mal, quoi. Pourquoi? Que vous arrive-t-il? Parce que j'ai des problèmes avec maman. Ça a toujours été comme ça. Et là, ça devient de plus en plus violent. Que se passe-t-il avec votre mère? Écoutez, ma mère, elle me fait toujours des reproches. Elle veut toujours m'écraser. Elle veut toujours, vous savez, me commander. Elle veut toujours... et puis, alors, ma sœur, c'est la plus jolie. Ma sœur, c'est la plus... qui sait tout faire. Alors, si vous voulez, elle m'écrase un peu, quoi. Mais moi, en ce moment, je n'ai pas besoin parce que, bon, j'ai été opérée la cataracte il y a à peu près 1 mois et demi. Et puis, bon, je suis un peu démoralisée, quoi, de voir comme... Et puis, bon, la vie sociale, j'ai pas de vie sociale, j'ai pas... Ça devient, je vous assure, il y a des jours... Et vous la voyez souvent? J'aimerais m'endormir et plus me réveiller. Vous vous sentez assez déprimée en ce moment? Oh bah oui, je suis déprimée parce que bon, je me sens seule. J'ai des sœurs et des frères, bon, qui même pas ils viennent me voir, même pas. Je suis isolée, c'est vraiment là. Et dire moi qui était toujours active, qui dynamique, et là je me trouve vraiment. Et qu'est-ce qui fait que vous ne l'êtes plus? C'est-à-dire, bon, moi j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, tout ça. Bon, il y avait des petits soucis, enfin, pas de ma part, c'est de la part de la hiérarchie. Et puis bon, alors après ça, bon, ils m'ont, si vous voulez, ils m'ont foutu à la porte, bon, sans motif, sans rien. Alors je me bats avec eux. Je me bats avec ma santé, je me bats, bon, depuis que ça m'a fait un choc, quoi, de me foutre, de me mettre à la porte sans motif, sans rien, quoi. Alors, bon, je suis en train de me battre avec eux. Vous avez été licenciée du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Il y a combien de temps? Ça fait à peu près, ça fait 8 ans. Ah, quand même. Et vous êtes toujours en procédure? Oui, je suis en procédure, mais vous savez, c'est long. Hein. Oui. Mais vous allez au prud'homme Non, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le... Oh là là. Je ne trouve plus les mots. C'est le tribunal administratif. D'accord. Donc, c'est un peu long. Moi, ce que j'aurais aimé, ça... On m'a proposé un poste pour me casser le procès. Je ne voulais pas le prendre. C'était le moment que je venais de me faire opérer de la thyroïde. C'était le moment que je me suis séparée avec mon ex. J'ai fait une grosse dépression et donc... Oui, il y a eu beaucoup de choses beaucoup d'événements qui se sont accumulés. Il y a 7 ans, j'arrive pas. Oui. J'arrive pas. Vous n'arrivez pas à remonter la pente? J'arrive pas, non, j'arrive pas. Il y a des moments je suis gaie, je suis joyeuse. Il y a des moments non, ça va pas parce que bon, j'ai pas une vie sociale, j'ai rien, j'ai pas d'amis. Vous êtes trop isolée? Oui, très, très. Oui. Très isolée. Vous avez perdu, vous aviez peu d'amis parce que c'était votre couple et votre famille essentiellement? Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui. Donc quand vous êtes... Avant, quand je travaillais à l'hôpital, j'avais plein d'amis, j'avais plein de copines, on sortait, une fois tous les mois, on sortait, on allait manger au restaurant, tout ça. Du jour au lendemain, ça a été la coupure, quoi, ça a été, et je ne supporte pas ça, Caroline. Oui. Parce que vraiment, moi qui est dynamique, moi qui aime les gens, moi qui ai travaillé avec les personnes âgées,
Et oui, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ben si, vous le savez. Vous le savez, Oui, c'est-à-dire que vous êtes trop seule. Je suis trop seule. Mais ça ne correspond fois, pas à votre personnalité. Non, pas du tout. C'est pas du tout moi, ça. Oui. Vous êtes trop seule. Alors c'est vrai que souvent c'est ça le travail, c'est aussi comme vous dites, c'est du lien social. C'est ça. Oui, vous aviez des des gens avec qui vous pouviez sortir et quand souvent quand on perd son travail, on perd aussi toutes ses relations sociales. J'ai perdu tout le monde. Oui, le téléphone ne sonne plus, on voit plus les gens et on se retrouve très isolé. Écoutez Caroline, le téléphone, je me demande pourquoi je l'ai le téléphone. Le téléphone, il sonne pas. Mon portable ne sonne pas. Je vous assure, ça devient. Et en ce moment, je pleure pour rien. Comme on parle, même, je veux dire, même la famille, quoi. Je veux dire, je comprends pas, quoi. J'arrive pas à comprendre. Même ma famille m'a tourné le dos, quoi. Et surtout ma mère. Elle m'écrase comme je sais Oui, pas votre quoi. mère, c'est pas nouveau, semble-t-il. Hein, Voilà, vous dites depuis mon enfance. Oui, c'est ça, c'est ça. Je me suis mariée très jeune pour partir de la maison. Oui. Sans amour, un mariage forcé, si vous voulez. Et donc, après, ça n'allait pas du tout avec le père de mes 3 enfants. Bon, au bout de 7 ans, j'ai divorcé. Après, j'ai rencontré le père de mon fils. Bon, j'ai pensé qu'il m'aimait, qu'il était amoureux de moi, mais moi, j'étais folle amoureuse de lui. Et jusqu'à il y a pas longtemps. Bon, il y a pas longtemps, je dis, écoute, moi, j'ai toujours des sentiments pour toi. Mais il me répondait pas. Alors, il m'appelle pour aller faire la cuisine, il m'appelle pour l'aider, pour ceci, cela. Mais après, non. Aucun sentiment, non. Alors donc, moi, j'ai arrêté d'y aller. Je dis non, c'est terminé. Je veux plus que tu m'appelles, je veux plus que tu me rends malade, je veux plus que tu... Mais vous avez raison, en un sens, si c'est pour vous rendre malade et pour vous faire du mal, vous avez davantage besoin actuellement de soutien que de personnes qui vous enfoncent et qui vous écrasent. Ouais, tout à fait. Donc votre mère, si depuis que vous êtes petite, elle vous met en compétition avec votre sœur, ça ne va pas. Oui. Et ça a toujours été comme ça. Oui. C'est toujours, je me rappelle quand j'étais petite, enfin quand j'étais jeune, je veux dire, j'ai quitté l'école à 11 ans, quoi. Elle m'a fait quitter l'école à 11 ans pour que je sois sa femme ménagère, comme elle dit, et puis pour élever mes frères et sœurs, quoi. Mais la scolarité est obligatoire, normalement. Écoutez, elle m'a arrêtée à 11 ans. Alors, moi, depuis l'âge de 11 ans, je suis d'origine, vous savez, je suis d'origine algérienne. Oui, d'accord. Et donc, vous savez comment ça se passe. Moi, je suis plutôt française que bon. Oui. Alors donc, Et donc, ma mère, elle m'a toujours traitée moins que rien, quoi. Moins que rien. Et votre sœur, au contraire, elle était très valorisée. Elle est bouffe. Mais heureusement que je m'entends bien avec ma sœur, vous voyez, heureusement. Ah oui, malgré tout. Ah oui. Vous avez une bonne relation. Oui, ma sœur, elle est mariée en Algérie, là. Mais je suis allée il y a 2 ans, je vous assure. Elle m'a portée sur le piédestal, quoi. J'étais vraiment gâtée, chouchoutée par elle, parce qu'elle le savait que, dans ma vie, il y a toujours des obstacles. J'arrive pas à parler, justement, en fait. Énervée, j'arrive pas à parler. Des obstacles. Voilà. Alors ma sœur, elle a toujours été là. Bon, malheureusement, elle est pas à côté de moi, elle est loin, quoi. Bon, mais ça, c'est formidable que vous ayez pu garder comme ça, malgré votre mère qui faisait tout pour envenimer la relation entre vous, que vous ayez pu avoir une relation comme ça aussi constructive. Ma sœur, a beaucoup d'amour pour moi et moi j'ai beaucoup d'amour pour elle. Ça, c'est merveilleux que vous ayez pu construire cette relation. Oui. Ah oui, ma sœur, elle est formidable, ma sœur. Mais bon, seulement, je sais pas si ma mère, je dis peut-être en prenant de l'âge, elle va se calmer, tout ça. Elle a quel âge, votre mère? Ma mère, elle a 82 ans. C'est peu probable. Et elle a toujours préféré les garçons que les filles, quoi. Elle préfère aussi mes frères, aussi quand elle parle de mes frères. Il y a ma soeur et mes 3 frères. Quand elle parle de ma soeur et ses 3 fils.
on dirait que et c'est moi, je me suis toujours occupée d'eux, quoi. C'est moi l'aîné de toute la fratrie, quoi. Vous êtes l'aîné, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui. Vous avez un. L'aîné de tous. C'est pas vous, c'est pas ce que vous êtes vous, Cathy. C'est pas votre personnalité. C'est la place que vous occupez dans la fratrie, dans la famille. J'ai pas de place, Caroline. Comment? J'ai pas de place. Si vous avez la place de l'aîné. Ce qui est compliqué, donc que l'aîné, eh bien, vous deviez vous occuper des autres. Vous voyez, à 11 ans, on vous retire de l'école. Votre rôle, c'est vous occuper, c'est la seconder. Vous devez finalement être comme une seconde mère. Mais mère, pas au sens maternel, bienveillant. Vous occupez de la maison, l'aider, voilà. C'est dans ce sens-là. À l'époque, on n'avait pas de machine à laver, tout ça. Et elle me faisait laver le linge à la main, tout ça. Voilà. Bien, je vous assure, c'était... j'ai pas... toute ma vie, j'ai pas trouvé, vous savez, l'amour, j'ai pas trouvé l'affection, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'aime, j'ai pas trouvé. À sa décharge, Cathy, c'est certainement quand vous dites que elle valorise, elle aime davantage les garçons, c'est que elle aussi, en tant que fille, elle n'a pas dû être, on n'a pas dû lui donner la place qui lui revenait. C'est-à-dire, dans votre culture, les garçons étaient valorisés par rapport aux filles. Pourtant, ma grand-mère, elle était proche de ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi. Proche, oui, mais tout dépend comment. La façon dont elle vous a traité, dont elle traitait les filles, dont elle traitait le fait que les garçons... Il n'y a que moi qu'elle me traite comme ça. Il n'y a que moi. Oui, enfin, vous dites quand même que les garçons avaient, semble-t-il, plus de valeur à ses yeux que les filles. Ah oui, oh là là, ces fils, il ne faut pas les toucher. Ces fils, c'est... Et moi, quand elle se fait opérer, je suis toujours à ses cheveux. Je vais parler au médecin pour elle. Et c'est souvent le cas, Cathy. L'enfant qui a été le plus rejeté, le plus en manque d'affection, est souvent celui qui, après, est le plus présent auprès du parent. Ouais. Celui qui est le plus attentif et le plus parce que d'une certaine façon vous espérez toujours, d'ailleurs voyez, vous me dites peut-être que ça peut changer, peut-être que même avec l'âge, vous espérez au fond qu'il y a un moment elle va peut-être vous dire des paroles, qu'elle va se montrer tendre, des paroles gentilles, obtenir une réparation, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas obtenu enfant, que ça va venir. Et donc, là où vos frères ont eu leur compte d'amour et d'affection, vous ne l'avez pas eu. Non, moi, je sais pas. Donc, eux, ils peuvent mener leur vie tranquillement, et vous êtes dans l'attente. Oui, oui. Donc, cette attente, elle est pesante parce qu'elle vous empêche de vivre. Oui, elle m'empêche de vivre, elle m'empêche de refaire ma vie, elle vous empêche d'avancer. Là où à un moment, je sais que c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pouvoir se dire que votre mère, vous ne la changerez pas, et c'est à un moment essayer d'accepter d'être une mère un peu pour vous, bienveillante. Non, mais je coupais les ponts là. Pas forcément couper les ponts, enfin ça peut être un peu prendre de la distance, en tout cas ne plus accepter d'être maltraité. Voilà, non, mais je suis toujours, la voisine elle est mieux que moi, la voisine elle est ici, là, tu lui arrives pas à la cheville, et patati, nanana, et ceci, et cela. Mais j'ai dit, tu te rends compte, maman, j'ai dit, tu m'as fait quitter l'école à 11 ans, j'ai dit, arriver là où je suis arrivée, c'est pas grâce à toi, j'ai dit. C'est pas grâce à toi, j'ai dit, c'est moi, je me suis battue, j'ai dit, pour ma vie. Je me suis battue, j'ai travaillé, j'ai passé un diplôme pour entrer à l'hôpital, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Oui. Je fais plein de choses, j'ai dit, mais c'est pas toi qui m'as donné ça, c'est moi, j'ai dit. Alors, je vous assure, quand je vois le chemin que je fais toute seule, vous pouvez être fière, vous pouvez être fière de vous, oui. Incroyable, mais enfin bon. Mais elle ne reconnaîtra pas ça. Non, pas du tout, pas du tout.
Moi, c'est ça qui me... Ben, vous auriez besoin, évidemment, que ça vienne d'elle, ces paroles de reconnaissance. Bon, Qu'elle puisse vous dire, oui, ma fille, je suis fière du chemin que tu as parcouru. Mais elle ne pourra pas, ou peut-être, en tout cas pour le moment, elle ne peut pas. Ce qui est important, c'est que vous le dites, Cathy, et que vous puissiez dire, oui, pour vous, petite fille, vous avez arrêté l'école à 11 ans. Comme vous dites, vous avez pu à un moment reprendre des études, rentrer, reprendre une formation, travailler à l'hôpital. C'est un formidable parcours de vie. Ah ben, je me suis débrouillée toute seule, je vous assure, oui. Caroline. Mais j'ai dit, mais il faut que j'arrive. Et je fais ma formation, je suis arrivée, et même je voulais passer mon diplôme d'aide-soignante et tout. Malheureusement, c'est pas arrivé parce que bon, c'est le moment où il y avait un peu de jalousie. Vous savez, l'équipe, le premier jour que je suis arrivée, on m'a mis au retrait parce que bon, je sais pas pourquoi, il y a un peu de jalousie, un peu de tout, quoi. Et puis il y en a, je me rappelle, il y avait 2 filles qui sont venues vers moi, et vous savez, il se passe des choses, croyez-moi, hein. Et j'arrive pas à me remettre à tout ça, quoi. Parce que je me dis, mais quand même, je suis gentille, je suis super avec elle. Tous les vendredis, je la ramène, vous savez, des petits pains au chocolat, et j'essayais de m'intégrer, vous savez. Même à l'hôpital, j'ai essayé de m'intégrer. Mais je sais pas pourquoi. Je dis, mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous sur cette terre, quoi? Ça a toujours été l'obstacle, quoi. Ça a toujours été... Oui, mais parce que en ce moment, vous êtes ramené à quelque chose que vous vivez depuis votre enfance, quand vous dites le sentiment de ne pas avoir de place. C'est pour ça que c'est douloureux. Ah oui, moi je suis... c'est-à-dire le sentiment déjà dans votre famille de ne pas avoir de place. Non, j'ai pas en de tout place. Cas, de place, vous aviez une place qui était, qui n'était peut-être pas effectivement une place d'enfant où très tôt on vous a confié des responsabilités qui étaient de seconder votre mère, où vous n'étiez pas reconnu en tant que tel. Donc par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie adulte, où d'abord c'était enfant, c'était une injustice, le fait que votre mère préfère votre sœur, la valorise beaucoup, vous compare à elle, pardon. Oui. Je vous dis, même mon père aussi préférait ma soeur. Ma soeur conduisait le tracteur, ma soeur elle faisait ci, ma soeur elle faisait ça. Bon, heureusement que je n'étais pas jalouse de ma soeur, mais ça me faisait toujours mal, quoi. Oui. Voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas cette jalousie, je ne suis pas jalouse. Non, mais ça veut dire que vous avez vraiment, beaucoup d'amour et beaucoup de générosité en vous, parce que ça aurait été pas tout à fait légitime que vous ressentiez beaucoup de jalousie pour votre sœur, dans un tel contexte. Ouais, tout le monde me dit, mais tu sais, tu es généreuse. Certainement. Moi, je vois mes nièces, rien que mes nièces, bon, quand elles m'envoient des fois un texto, tout ça, et puis elle me dit, Tata, tu es généreuse, tu es la plus belle, il te manque, bon, dans ma vie, c'est vrai que dans ma vie sentimentale, ça n'a jamais été, je veux dire, peut-être ce que je me dis, peut-être à cause de tout ce que j'ai vécu aussi. Oui. Mais c'est vrai que ce que vous vivez actuellement vous ramène à votre histoire, à votre enfance. Bah oui, des fois, mais je pense souvent en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je pense. Ben si, parce que vous retrouvez à un sentiment d'injustice où vous perdez votre emploi, votre couple explose, vous vous retrouvez seul, isolé, et le sentiment de vous dire qu'est-ce que je fais, j'ai pas de place comme ça dans cette vie. Donc ça renvoie comme ça à un sentiment de solitude profonde. Je pense qu'il serait important que vous soyez quand même un peu soutenu là. Oh, j'ai personne, pauvre. Oui, mais soutenu un peu sur le plan psychologique. Ah, psychologique, oui. Oui, c'est ce que je pensais là. Pour retrouver un peu de, vous voyez, pour retrouver un peu d'allant et pour après pouvoir entreprendre, parce que déjà il faut que vous arriviez à sortir de cette solitude, Parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas aller bien en étant aussi seul.
Ça, c'est certain. Mm. Et puis, quand vous dites ce téléphone qui ne sonne pas de la journée, et puis non. finalement, vous n'êtes pas suffisamment entouré. Donc, en étant seul, eh bien, vous ruminez. Donc, ça serait bien d'avoir un lieu pour pouvoir parler. Et puis après, retrouver un petit peu d'allant. Et puis, je ne sais pas, pouvoir vous inscrire, voir auprès de votre mairie un petit peu des activités qu'il propose. Enfin, pouvoir... Figurez-vous, je suis allée voir pour faire un peu de aquagym. Vous savez, parce que chaque année j'en fais. Oui. Mais là, il n'y a pas de place. Je dis, tant pis, je vais faire du yoga. Comme ça va me déstresser, quoi. Oui. Voilà, c'est vrai que je pense à faire des choses, quoi. Mais quand même, je me bouge, quoi. Je me dis, tant pis, aujourd'hui tu feras ça, demain tu feras... Et il y a des places, là, pour le yoga? Comment? Est-ce que vous avez pu vous inscrire pour le yoga? Écoutez, demain je vais téléphoner parce que je trouvais c'était fermé là, ils étaient en congé, mais demain je vais les appeler pour voir s'il y a une place. Ça serait bien parce que vraiment ça serait bien parce que déjà ça vous ferait du bien et puis ça serait l'occasion de rencontrer du monde. Voilà. Et de sortir. Moi qui aime le monde, moi qui aime les gens. Mais vous ne pouvez pas aller bien en restant comme ça enfermé chez vous. Mais oui, Caroline, toute seule, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que j'aille faire... des fois, je sors. C'est vrai que je suis dans une ville et qu'elle est un peu animée, tout ça, mais je sors. Alors, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous voulez faire toute seule? Quand vous irez mieux, vous pourrez faire des choses un peu toute seule. Ouais. On peut faire des choses seule. Oui, mais bon, comme par exemple tous les matins, des fois je vais faire mes courses, hop, je m'arrête, je bois un café et puis après je Mais c'est déjà bien. Oui, prendre un petit café en terrasse, tous les matins, je le fais, tous les matins. Respirer un petit peu, regarder la vie qui passe, regarder les passants. Mais c'est vrai que si on prend un café et qu'on a la tête encombrée de pensées sombres, on profite pas de ce moment-là. Non, on profite Mais pas. si on prend un petit café en regardant, je vous dis, les passants, regarder la vie qui passe, lire un petit peu le journal, prendre les... Eh bien, c'est déjà un petit moment à soi. Tout à fait. Mais tout dépend dans quel état d'esprit on le fait. Et c'est vrai que écoutez, si on est mal, j'essaie de le faire. on le profite. C'est bien déjà. Je le fais tous les matins. Là, je sors, je m'habille, ça me donne, vous savez, l'occasion de m'habiller, de me coiffer, et vous savez, de pas rester toute la journée à la maison. Non, ça c'est pas une bonne chose. Mais en plus, je pense que au-delà de ça, ça serait important que vous ayez aussi un peu un soutien psychologique. D'accord. Que vous alliez un peu parler. Renseignez-vous si vous êtes dans une grande ville, peut-être prenez rendez-vous à ce moment-là dans un CMP, ou s'il y a des délais d'attente un peu longs. Moi, j'ai déjà commencé, j'ai commencé, et puis je vais vous dire, j'ai rencontré quelqu'un, ça allait un peu mieux, parce que c'est la solitude qui m'a poussée à aller vers cette personne, mais cette personne ne me convient pas du tout, c'est pas du tout mon... Ah bah alors il faut pas continuer, il faut pas continuer. C'est pas du tout ce que je cherche, c'est pas du tout ce que je cherche. Alors il me prend lui aussi pour sa mère, vous comprenez? Alors moi j'en ai marre d'être la maman de tout le monde. Qui vous prend pour sa mère? Mon ami là. Quel ami? J'ai un ami là en ce moment. Ah non, mais moi je vous parlais d'un thérapeute. Hein. Oui, non, mais je vous parle, non, mais je vous dis. Oui, on ne parle pas de la même chose là. Oui, voilà. Non, je croyais que c'était... Non, oui, voilà. Non, on ne parle pas de la même chose là. D'accord, excusez-moi. D'accord, là vous me parlez d'un homme. Oui, voilà. J'ai un ami là, dans ma vie. Ça fait 1 an et demi, et puis écoutez, il n'y a rien qui se passe avec lui. Alors le week-end à la maison, moi j'ai besoin de respirer, moi j'aime la mer, j'aime la montagne. Alors lui il n'aime pas la mer, il n'aime rien du tout. Alors écoutez, il est bien gentil, mais enfin on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les... Mais moi c'est la solitude qui m'a poussée vers lui. Parce que je me suis inscrite dans une association, vous savez, et c'est là où je l'ai rencontré. Alors maintenant ça va plus quoi. Si ça va plus. Non, ça va dans pas. Dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux. Vous savez, parfois la solitude nous pousse à aller vers des personnes qui nous conviennent pas forcément. Il y a des personnes qui nous conviennent même pas quoi. On n'a même pas le même style de vie. On n'a même pas. Moi j'ai quelqu'un à qui parler, j'ai quelqu'un, mais ça fait 1 an. Je l'ai tellement j'ai tellement remarqué beaucoup de choses, et psychologiques, tout ça. J'ai dit ma petite, il faut que tu arrêtes.
Bon. Parce que sinon, ça c'est va déjà de nouveau. important d'être consciente de ça. Ah oui, mais je Mais me réveille. quand je vous disais de faire une démarche et d'avoir un soutien psychologique, Oui, c'était pas tant soutien, auprès oui. d'un homme, hein, c'était auprès d'avoir un lieu pour parler. Mais moi, je vous ai parlé de mon ami. De mon ami que Oui, j'ai... mais c'est intéressant. Voilà. Et donc, je vous assure, je suis Moi, je bien... vous parlais d'un thérapeute. Voilà, oui, un thérapeute, oui. Parce que j'ai commencé, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé de lui. J'ai commencé, une fois que je l'ai rencontré, j'allais un peu mieux. J'ai dit, c'est pas la peine d'aller voir un psychologue. Vous avez arrêté. J'ai arrêté. C'est pas Et maintenant, incompatible, hein, c'est pas la même démarche, oui. Voilà. Ça n'a rien à voir, oui. Mais Non, souvent, mais voilà, quand on est amoureux, vous voyez, mais c'est révélateur. C'est-à-dire que non, pas du tout. Mais je croyais, mais c'est révélateur. C'est-à-dire que vous aviez commencé une démarche, vous rencontrez cet homme qui, pensiez-vous, à un moment venait combler votre solitude. Voilà. Vous vous dites, j'arrête ce travail sur moi. Voilà. Or, ce travail sur vous était important pour vous. Pour vous sentir mieux avec vous-même, indépendamment de la relation que vous pouvez construire à côté. Vous le faites pour vous. En ce moment, je construis rien du tout. Alors, vous savez, c'est pas... Mais c'est pour ça que c'est vous construire, vous. Et combler ce vide que vous avez en vous. Oh, moi, j'ai un vide immense, quoi. Oui, mais c'est justement, ce travail peut vous permettre de combler ce vide. Je vais essayer d'aller voir cette dame-là, elle m'a suivie là, pendant 4 mois. Et puis je vous dis, là, j'ai rencontré ce monsieur, et puis j'ai dit, oh, j'arrête maintenant. Mais enfin, c'est pas lui qui m'a apporté la sérénité, quoi. C'est pas lui qui m'a... Alors donc, bon, retournez voir alors cette dame avec qui vous avez parlé. Demain, j'ai mon ami là j'ai quelqu'un qui la connaît. Elle m'a dit je te prendrai rendez-vous parce que heureusement j'en ai une, mais en fait je la vois comme ça. C'est plutôt à vous de prendre rendez-vous. Ouais. Alors je vais vous lire quelques messages. Il y a First Lisa qui dit en tout cas il n'y a plus rien à attendre par rapport à votre mère, si ce n'est prendre de la distance, essayer de pardonner, peut-être pour moins souffrir. First Lisa qui vous embrasse. Et puis le subversif dit l'enfant qui a été discriminé peut aussi se rapprocher de l'enfant favorisé pour bénéficier de sa lumière, mais le remède empire le mal parce que le rapprochement fait aussi ressortir la stigmatisation. Et puis il y a Tinou qui dit « J'entends votre témoignage, j'ai l'impression d'entendre une partie de mon histoire. Il y a 2 heures, j'ai posé la question à ma mère qui a 86 ans et qui dit ne pas aimer les femmes et ses filles aussi par conséquent. Je lui ai demandé pourquoi. Il y a eu un silence, pas de réponse. Moi aussi, j'attends toujours qu'elle me dise qu'elle m'aime. Je sais que je ne l'entendrai pas. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4, dit Tinou. Elle me l'a jamais dit, jamais. Oui, mais je crois qu'elle n'est pas en mesure de le faire. Mais bon... C'est comme ça. Il y a des familles aussi, cela dit, où on ne le dit pas et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Moi, mes enfants, je leur dis toujours je t'aime. Moi, mes enfants, c'est toute ma vie. C'est important. J'ai ma fille là. J'ai jamais rabaissé ma fille. J'ai jamais, je veux dire... moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Je n'ai 4, je vous assure. C'est vrai que je les vois pas souvent. C'est vrai qu'ils viennent pas souvent. Mais j'ai dit, bon, peut-être un jour, et pourtant, j'ai rien eu avec mes enfants. Mais j'ai dit, peut-être un jour, ça ira mieux avec mes enfants. Mais le plus jeune, ça fait 2 mois que je l'ai pas vu. Mais bon, je me dis, il travaille, tout ça. Je pardonne mes enfants, mais je pardonnerai pas à ma mère, ça, c'est sûr. Ce qu'elle m'a fait ma mère, je lui pardonnerai pas. Parce que même si vous voulez, même l'autre fois, il y avait une fête de famille. Il y avait mon frère qui il a invité mes cousines, tout ça, mon cousin et ma cousine. Alors bon, elle me dit ne prends pas Mathéo. Je dis pourquoi je le prendrai pas. J'ai dit si, je le prends. J'ai dit il vient pas chez toi. J'ai dit il vient chez son oncle. Alors vous voyez, même les petits enfants, elle ne peut pas les voir. Oui. En tout cas, vous avez un grand besoin d'en parler. C'est important parce que oui, parce y a j'avais beaucoup de choses. Vous parler parce que je sais que je m'endors avec vous. Heureusement que vous êtes là, Caroline. Vraiment, vous êtes
Vous êtes une charmante. Mais au-delà de ça, je vous remercie beaucoup de votre vraiment, confiance, heureusement Cathy. que vous Mais êtes là, je pense qu'au-delà de ça, il est important que vous ne Ouais, restiez mais pas aussi enfermé, aussi isolé. Vraiment, oui, mais Cathy. je suis isolée, c'est vrai, Reprenez vos séances et puis allez voir pour le yoga et pour d'autres activités pour être en relation avec les gens, hein, vraiment. C'est vrai que C'est moi, aussi comme ça que vous irez mieux. j'ai toujours été, Vraiment. vous savez, J'ai bien en compris public, que alors. dans votre personnalité, vous avez aussi besoin d'être en relation Ah oui, avec les autres. Bon courage en tout cas, Cathy. je vous remercie, je vous embrasse, Caroline. Moi Merci aussi. beaucoup. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Un petit message d'intemporel au 7 39 21 qui me dit: mes questions hypocondrie, il faudrait interroger le meilleur spécialiste, notre Michel Drucker. Mais c'est vrai qu'une émission n'y suffirait pas. Eh oui, c'est vrai. Ça, il en connaît un rayon sur la question. Il faudrait l'inviter pour en parler. Vous avez raison. Allez, on va accueillir maintenant Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Frédéric. Alors mon appel en fait j'appelle en fait pour faire partager quelque chose qui m'est arrivé samedi. Oui. Et en fait c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, hein. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais en fait pour moi ça a été une rencontre incroyable parce que j'ai rencontré une artiste que j'aime beaucoup, Oui. que j'écoute depuis l'âge de 10 ans, mais en fait je m'attendais pas vraiment, pas du tout à la rencontrer dans des conditions comme ça, et vraiment ce jour-là, le destin, et enfin vraiment des fois il nous arrive des trucs dans la vie et il n'y a pas d'explication, mais c'était incroyable et improbable. En fait, j'ai rencontré Brigitte Fontaine. Oui. Bon, dans son quartier, donc ça c'était déjà facile, mais c'est-à-dire que ce jour-là, en fait, je suis allé acheter le dernier livre qui était sorti. C'est pas On ne va vraiment pas un dire livre. où alors, hein, pour. Ah non, je voilà. dis pas où. Oui. Je dis, non, surtout pas. Non, pas à l'antenne. Donc, si vous voulez, j'ai acheté son dernier livre, et c'est pas un livre, c'est une espèce d'album où il y a le CD de son dernier titre et un DVD où l'artiste est interviewé. Donc, je suis allé acheter ça. Et entre-temps, je devais rejoindre des gens, des amis, pour un petit apéro dans le quartier de l'Île Saint-Louis. Et donc, à chaque fois que je vais dans ce quartier, c'est vrai que quand je sais que je vais y aller, j'ai écrit une lettre à Brigitte Fontaine, mais comme je ne sais jamais où l'envoyer, je la mets dans mon sac, et puis je me dis que si je la croise dans ce quartier, je lui donnerai. Donc, j'ai pris cette lettre, que j'ai glissée dans le livre que je venais d'acheter, et je suis parti à Saint-Louis-en-Île. Et puis, j'ai toujours eu la pression, enfin, je me suis toujours dit que si je devais la rencontrer, ce serait dans la rue. Et donc, allô ? Oui, je vous écoute. Oui. Et donc, voilà, je suis arrivé dans ce bar et j'ai vu, donc j'attendais, je cherchais où étaient installés les gens, et je suis tombé nez à nez face à Brigitte Fontaine. Alors là, j'étais très très surpris, et du coup, je l'ai salué en lui disant que voilà, je l'estimais beaucoup, j'étais surpris de l'avoir comme ça, et que ce que j'avais dans mon sac, en fait, une lettre que je lui avais écrite et ce livre. Et du coup, elle a été très contente, et elle a été vraiment, mais très gentille en fait. Et ce que je souhaitais faire passer, c'est qu'en fait, Brigitte Fontaine, c'est pas la femme folle que tout le monde dit, c'est vraiment une grande artiste et qui a un profond respect pour son public, parce qu'elle aurait pu m'envoyer balader, elle était là en train de passer un temps, et en fait elle a passé un bon moment avec moi, on a pu parler, elle m'a fait la bise, vraiment ça m'a touché, c'est vraiment une super rencontre, que je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Moi je pensais je vais la voir dans la rue, je vais lui donner la lettre et je vais partir, on pensait pas que mais parce qu'elle vous a senti sincère et que vous connaissiez particulièrement aussi ce qu'elle faisait. Enfin, oui, si vous l'écoutez depuis l'âge de 10 ans, vous avez quel âge ? J'ai 30 ans. Oui, dites-moi, c'est pourtant, c'est pas normalement à 10 ans, on n'écoute pas ce genre d'artiste, parce qu'elle a un univers très particulier, Brigitte Fontaine. Ouais, je l'ai connue, elle sortait l'album. Vos parents l'écoutaient ? Non, en fait, c'est par hasard, en fait, une chanson qui faisait rigoler. C'était, je m'en rappelle, c'était le Welcome Pingouin.
Attendez, vous l'écoutez, vous aviez 10 ans ou vous aviez 20 ans quand vous l'écoutez? Ah non, j'avais 10 ans. Vous aviez 10 ans. C'était en 90, elle avait sorti l'album en 88 French Corazon. Et en fait, j'ai entendu j'avais 10 ans, j'écoutais déjà la radio. J'ai entendu la radio, je peux plus vous dire qu'est-ce que c'était comme radio. Et c'était Welcome Pingouin. Et donc, je comprenais pas vraiment. Maintenant, je comprends les paroles, mais bon, bref. Et du coup, j'ai accroché tout de suite. Et puis après, j'ai écouté Brigitte Fontaine. J'ai suivi jusqu'à maintenant, quoi, ce qu'elle faisait. Et j'ai toujours adoré, quoi. Ouais. Non, mais on est très loin du côté, quand vous dites artiste folle, enfin, c'est tout, ça fait partie de son personnage. Enfin, il y a tout un personnage derrière, toute cette extravagance, cet humour, mais... Ce qui me rend triste, en fait... Oui, qu'est-ce qui vous rend triste? Je sais pas si c'est de la tristesse. Ce qui me rend triste, en fait, c'est que on a des artistes comme ça en France. On ne reconnaît pas, à qui on jette des pierres, on les fait passer pour des débiles, et tout, sans prendre le temps d'écouter. Parce que Brigitte Fontaine, quand vous écoutez ses textes, moi, je la respecte en tant que poète et fan de lettres. Et d'ailleurs, elle a écrit des livres qui sont vraiment formidables, des sacrés livres. Et Brigitte Fontaine, en fait, les gens, ils retiennent une image de quand elle passe dans des émissions de télé. Et je pense que il y a plus débile que ça, quand même. Quand on écoute en télé, je suis d'accord. Niveau débilité, oui. Mais non, mais elle a un côté subversif. Elle a un côté où elle est dans la transgression et ça choque plus. Elle est décalée. C'est effectivement, il y a un côté décalé et donc ça heurte plus que certaines choses qu'on voit dans certaines émissions de télé-réalité où on est, pour le coup, c'est l'air du vide. On est dans le vide, on est dans le néant. Elle est tout sauf dans le vide et dans le néant. Elle est pas dans, mais on est dans l'air du vide, nous, dans certaines émissions. Et ça choque moins. Ouais, ça choque moins, mais parce que c'est formaté aussi. Mais oui, parce qu'on est formaté pour ça. On est formaté pour entendre du vide, quoi. Ça sonne creux. Et ça, on peut en faire des émissions sur des émissions où on parle de vide et de néant. Et où des gens polémiquent sur le vide. Donc, alors en revanche, des artistes qui sont décalés, qui sont dans la transgression, elle était très proche de Serge Gainsbourg, hein, d'ailleurs. Exactement. En fait, on la compare à Gainsbourg au féminin. Ah oui, mais Gainsbourg a provoqué beaucoup de polémiques aussi, hein. Ouais, et puis c'est malheureux parce que en fait, quand ces gens-là disparaissent... Oui, mais est-ce que c'est pas aussi le propre... Oui, c'est vrai, parfois, oui, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que c'est pas le propre des artistes aussi de provoquer, de... De toute façon, quand on regarde au niveau des artistes, Bachung, c'était un peu le même système, hein. Ils ont attendu qu'il soit à la fin de sa vie pour lui dire que c'était le meilleur. Finalement, quand il était vraiment au top de ce qu'il faisait, personne ne donnait aucune reconnaissance. C'est pas faux. C'est tellement triste. Et en fait, pour prendre un exemple, je citerai pas l'artiste, mais une fois, j'écoutais comme ça un chanteur qui a énormément de succès chanter une chanson, et moi j'étais scandalisé de voir que cette personne puisse avoir autant de succès avec des paroles qui ne veulent rien dire. C'était la rue est calme, non c'était comment, c'était la rue est calme pendant que l'orage gronde, après c'était les rues sont vides dans la foule, enfin et moi j'écoute ça, je me dis mais c'est incroyable quand la les gens pluie ça mouille, la guerre c'est moche. Oui, non mais c'est un peu ce style, ouais. Et en fait, on a la chance d'avoir ces gens-là, parce que c'est une chance, je veux dire, c'est une richesse culturelle, hein, de rencontrer ces gens et de pouvoir les lire et on n'en fait rien, et en fait, j'ai l'impression que c'est une perte, quoi. Mais qu'après, je suis sûr qu'un jour, quand elle sera plus là, on dira que c'était une grande artiste, elle sera à la mode, et comme Gainsbourg, parce que Gainsbourg, maintenant, on l'entend pratiquement partout, les jeunes l'écoutent de plus en plus. Bachung, ils en ont sorti des CD quand il est décédé. Et puis, alors je sais pas pourquoi on en est là et pourquoi des gens qui chantent des chansons... Ouais. Il y a Nadège qui vous pose une question plus personnelle, qui dit en quoi votre personnalité fait écho à celle de Brigitte Fontaine. Qu'est-ce que vous retrouvez peut-être, ou est-ce que ça fait écho d'ailleurs, hein, c'est une question que
que se pose Nadège de façon peut-être question plus intime. Ah, peut-être que parce que je suis sensible à tout ce qui est artistique. J'écris un peu de mon côté et puis je lis beaucoup. Enfin, vous savez, je suis la personne qui a passé le DAU. Ah, un bon point pour First Lisa, alors, qui dit est-ce que c'est notre Frédéric du DAEU? Voilà, bravo First Lisa. Oui. Mais donc je pense que Brigitte Fontaine, déjà j'écoute depuis longtemps Brigitte, mais je crois que je suis sensible aux artistes comme ça qui ont des choses à dire et qui le disent et qui ont un sens. J'ai toujours écouté aussi Bachung, Gainsbourg, il y en a d'autres qui sont pas connus malheureusement, mais en fait, je suis un peu révolté. En fait, je me demande si en France on transforme pas les gens en moutons consommateurs. Enfin, c'est méchant de dire ça, et qu'on empêche les gens de réfléchir, comme si ces gens-là faisaient peur. Parce qu'en plus, Brigitte Fontaine est censurée des radios de certaines chansons, parce que je sais pas pourquoi, il paraît que c'est... Ah, dans les radios, oui, c'est vrai que au niveau de la programmation musicale, c'est compliqué, oui. Vous vous rendez compte que j'ai voulu faire écouter, j'ai un Facebook, j'ai voulu faire écouter, poster une chanson de Brigitte Fontaine qui s'appelle Gilles de la Tourette. On me le refuse, c'est refusé, quoi. On me le refuse. Alors ça, c'est quand même scandaleux, quoi. Alors que il y a des chansons quand même beaucoup plus. Je veux dire, il n'y a pas de sens. Enfin, aujourd'hui, et puis quand on écoute les chansons à la radio, aujourd'hui, les thèmes, c'est vraiment des thèmes glauques, tristes, quoi. Je veux dire, c'est pas très. Alors que quand on écoute Brigitte Fontaine, c'est de la beauté, c'est de la poésie, c'est du beau. Alors que quand on écoute aujourd'hui les artistes d'aujourd'hui, bon, pas tous à 100%, mais on va dire en tout cas 60%, c'est quoi? C'est la tristesse, la mort, l'autre qui veut se suicider, l'autre qui se fait tromper par son mec. C'est que ça. Alors du coup. Mais cela dit, attendez, ça peut être, c'est des thèmes qui touchent aussi tout le monde, et ça peut être, tout dépend l'interprétation, tout dépend le texte. Ça peut être aussi magnifique, ça peut être magnifique aussi. Tout dépend après comment c'est fait. Il y a Nico qui partage complètement votre avis, qui dit Brigitte Fontaine est une éternelle rebelle, très touchante, et il y a Cathy qui dit très proche d'Higelin avant tout. Oui, très touchant. Et d'ailleurs, ils ont toujours travaillé ensemble. Oui, oui. Et alors là, j'invite les gens, ceux qui aiment ce genre de musique, ceux qui aiment des choses, d'écouter, je peux dire le titre d'une chanson? Bien sûr. Duel, qu'elle a sorti avec Higelin, mais elle est incroyable. Alors là, et d'ailleurs, je crois avoir vu que Duel, elle a été classée comme le beau poème du 21e siècle. Ah oui. Par quelqu'un qui est un grand littéraire, mais je sais plus quoi, j'ai lu dans la presse aussi que c'était ça qu'elle avait sorti avec Higelin, là, il y a pas dans le dernier album, mais alors ce morceau de musique là, il est magnifique, quoi. Et ça décrit bien leur amitié, en fait. Je crois que elle avait écrit ce texte exprès pour bien parler de leur amitié. C'est un combat de sorciers qui se combat, en fait, qui se combattent pour la mort, en fait. En fait, ils s'aiment tellement qu'ils vont pas s'aimer, et à la fin, ils rendent les armes. Et ils s'avouent leur amour en disant, bon, maintenant, vas-y, tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Tu as pris mon cœur, je t'en prie, à toi l'honneur. Voilà. Je m'incline à toi l'honneur. Voilà. Mais bon, alors on va pas pouvoir passer du Brigitte Fontaine, parce que vous savez, c'est programmé à l'avance les chansons. C'est dommage, parce que sinon on vous l'aurait passé avec plaisir. Mais peut-être que Bertrand Rutilly est à l'écoute, et puis qu'un prochain soir il vous passera, mon cher Frédéric, Brigitte Fontaine, parce que il y a pas de censure, sur Europe 1. Donc oui. Non. Non, mais il y a des fois je tombe sur souvent c'est à la radio, ça peut arriver. Une fois elle était passée chez Michel Drucker qui vraiment lui avait fait honneur, mais souvent sur d'autres radios aussi, j'ai déjà entendu quand elle passe et que je sais qu'elle y est, j'écoute. Généralement la radio, on la respecte en tant qu'artiste et on lui donne sa place. C'est souvent à la télé qu'on la dégrade au rang de la 5D de service, quoi. Mais c'est le problème. Alors tout dépend des émissions. C'est vrai qu'après on peut faire du show au mauvais sens du terme, où on tombe dans la caricature, et où
l'artiste se sent plus respecté dans ce qu'il est, et puis lui-même va tomber dans ce jeu de la provocation, et où on en fait un show business dans le mauvais sens du terme, quoi. Un show où on fait de l'audience, où on fait où l'artiste est plus mis en valeur en tant que tel, malheureusement. Une fois à la radio, elle expliquait parce qu'ils lui disent pourquoi vous donnez une image de vous. Je crois qu'il vaut mieux les avoir en radio, oui. Et oui, elle disait qu'en fait, déjà, elle n'a pas le choix de faire de la télé, c'est la maison de disques qui impose. Ouais. De faire certaines émissions qu'elle ne souhaite pas faire, parce que comme elle dit, les gens qui m'écoutent ne regardent pas ce genre d'émissions. Dieu merci. Et en fait, elle disait, elle va présenter un album, et en fait, on lui pose des questions qui n'ont rien à voir avec l'album. Au bout d'un moment, elle dit, voilà. Je m'ennuie, j'ai l'impression qu'on me respecte pas, et voilà. Quitte à me faire passer pour une conne, je fais la conne. Mais voilà, mais je pense que ça peut se comprendre là où d'autres gens vont dire bon allez, je joue le jeu, mais vous remarquerez qu'il y a beaucoup comme ça d'artistes qui sont invités, on ne les interroge pas sur ce qu'ils ont fait, mais sur leur vie privée, et c'est vrai que ça doit être pénible au bout d'un moment, hein. Donc ils sont invités pour une promo, et puis on les questionne sur toute autre chose. Bon, donc c'est un peu embêtant. Bon, en tout cas, vous en avez parlé ce soir, et vous en avez formidablement bien parlé. On vous sent très ému de cette rencontre. Bon, écoutez, on pourra pas la passer, mais j'espère qu'un prochain soir, on aura l'occasion de passer du Brigitte Fontaine dans cette émission. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, et ça a été un plaisir de vous reparler ce soir, en tout cas. À bientôt. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Claire de Namur, bang bang bang. Il est minuit sur Europe 1. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu sur Europe 1. Vous pouvez témoigner au 39 21, réagir à ce que vous entendez à ce même numéro, par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. Justement, un message qui arrive au 7 39 21 suite au témoignage de Frédéric qui nous parlait de sa rencontre avec Brigitte Fontaine. Et ce message dit: les génies ont souvent l'apparence des fous. Ce sont des êtres hyper lucides, donc souvent hyper sensibles. Brigitte Fontaine est de ceux qui ont cette profondeur, parfois cette profondeur qui choque les gens, nous dit cette personne. Et nous allons maintenant accueillir Jocelyne. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir Jocelyne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Attendez, je diminue ma radio. Ah, vous l'éteignez même, s'il vous plaît. Oui. Parce que ça fait du Larsen sinon. Oui. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu le sujet. Oui, mais il faut quand même que vous l'expliquiez pour ceux qui nous écoutent. Donc, oui. Vous avez 4 enfants, et dont un fils de 22 ans. Oui, il va avoir 22 ans au mois de décembre, oui. Oui. Et qui m'inquiète beaucoup. Oui. Voilà, parce que depuis un an, il ne travaille pas et passe ses journées sur Internet. Oui. Et je ne le vois pratiquement plus. Il se lève à 18h. Il vit dans un petit studio accolé à notre maison, où il vit maintenant depuis 2 ans. Il travaillait, il a loupé son bac 2 fois, donc maintenant c'était en 2009. En août 2009, il a commencé à faire des intérims, il n'a pas été feignant du tout. Il a même fait des 5-8, alors pour vous dire. Il a été travailler en usine, où il faisait les 5-8.
Il se levait donc parfois à 4h du matin, donc de 4 à 11, de 4 à 13, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un petit peu ce modèle-là. Pendant un petit peu plus d'1 an, il a travaillé comme ça. Il était très, 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 très courageux. Et puis, depuis le mois d'octobre l'année dernière, donc son contrat s'est terminé. Il travaillait pour une sous-traitance il faisait les airbags des voitures. Oui. Dans le Finistère, c'est là que se construisaient les airbags des voitures. Oui, donc c'est difficile dans ce secteur-là. Effectivement, oui, il y a une crise. Oui. Et depuis, il ne travaillait plus. Il s'était... Depuis que le contrat c'est terminé. C'est terminé, oui. Mm-hmm. Et donc, en plus, il n'est plus indemnisé au chômage depuis le mois de mars. Voilà. Donc, voilà, mon fils... j'en ai 4, j'ai l'impression que j'aurais passé ma vie à faire les tampons avec mes enfants. Et donc, on lui avait trouvé, donc avec les missions locales, étant donné qu'il avait moins de 25 ans, Pôle emploi, c'est les missions locales. Oui. On lui avait trouvé une formation qui devait débuter le 9 septembre, là. Oui. Parce qu'il est très... très attiré par tout ce qui est informatique et réseau. Il est dingue de ça depuis des années. D'accord. Et il avait pris toutes les dispositions pour. Oui. Et là, il a complètement décidé de ne pas le faire. Pour quelle raison? Parce que, donc, tout ce qui se dit, il va y avoir de l'école. Moi, s'il faut que je m'asseye pour écouter un prof, c'est non. Oui, mais en même temps, il faut bien en passer par là avant de faire quelque chose de concret. Nous lui disons tous, oui. son père, mais avec qui n'a plus aucun dialogue, ils ne s'entendent plus du tout depuis des mois. Oui. Et mais sa sœur aînée qui a 34 ans, son autre frère qui est marin pêcheur, vous voyez, donc ils n'ont pas des métiers faciles. Oui. Son autre frère qui est directeur commercial dans une... Moi, j'ai tous les styles dans ma oui, famille. Oui, je vois ça, oui. Oui. On dit, mais il faut que tu passes par là. Non. Il a décrété que c'était non. On essaye tous de lui parler. J'en parle même à mon médecin parce que moi, j'en subis tellement avec un de ses frères aînés qui est marin pêcheur. J'ai subvenu à ses besoins pendant 4 ans. Oui. Parce qu'il n'avait pas de chômage, il n'avait rien. C'était la galère dans ce métier-là. C'était 3 mois de boulot et 9 mois sans rien. Et puis pas de ressources, rien du tout. En plus, il a une maison sur les bras. Donc, nous avons subvenu à ses besoins. J'ai essayé de subvenir aux besoins de tous mes enfants, mais là, je suis complètement perdue avec celui-ci. Oui. Complètement perdue. Donc, nous vivons que tous les deux parce que le papa, il est en célibataire géo, comme on dit, dans la semaine. Il travaille à 150 km de chez nous. En célibataire géo, c'est-à-dire... vous savez pas ce que ça veut dire? Non. Célibataire... vous êtes trop jeune. Célibataire géo, ça veut dire géographique. Géo, je croyais que je pouvais pas dire je peux pas parler je pensais à un célèbre club, moi. Non, géo, oui, on appelle ça des célibataires géographiques. VO, j'avais compris géo, d'accord, oui. Non, mais on dit géo. Géo, donc j'avais bien compris, d'accord. Oui, géo, on dit géographique. Géographique, d'accord. Oui, donc il est éloigné pendant la semaine. Voilà, et il rentre une fois tous les semaines ou parfois tous les 15 jours. Oui. Et donc, n'importe comment, il y a un conflit total entre le père et le fils. Oui, parce que comme il y a un conflit un petit peu aussi, je vous dirais sincèrement, entre le papa et la maman. Ah oui, entre vous deux. Oui, et donc... il s'est mis complètement de mon côté, mais comme je lui dis souvent, ne te mêle pas des soucis de papa et maman, ça n'a rien à voir. Votre fils vous soutient? Ah oui, complètement, à 100%, 1000%. Et parfois, je le contredis. Je dis non, papa a des torts, maman a des torts, et voilà. Hein, comme dans tous les couples, quoi. Parce que ça fait 34 ans que nous sommes mariés. Donc, voilà. Mais il s'est complètement isolé. Là, parce que mon mari dit, moi je coupe Internet. Je dis, non, si tu me coupes Internet, moi aussi je suis enquiquinée, quoi. Oui, mais Internet, il a dans son studio. Oui.
Ben oui, mais nous sommes en réseau. Ah oui, d'accord. Nous sommes en Oui, mais réseau. alors sa vie, c'est quoi? Il se lève à 18h? Oui. Donc il est toute la nuit sur Internet, toute la nuit. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi. S'il se lève à 18h, ça veut dire qu'il passe, oui. passe une partie de sa nuit, voire plus. C'est-à-dire, il dort après la journée. Il est complètement décalé. Oui, il est complètement. Depuis qu'il a arrêté de travailler, il est complètement décalé. Il vient chez vous après. Qu'est-ce qui se passe? Il vient prendre son café à 6h. Oui, c'est ça. Il vient prendre son café. Il dîne avec vous. Et il dîne à 20h. Oui. Et à 20h10, il est déjà parti. À 20h10, il est parti. Oui, ouais. Donc il est devant son ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Des jeux? Vous savez ce qu'il fait? Le Wondergraft, je sais pas quoi. Là. Oui, le jeu. Ouais. Le jeu. Il ne fait que ça. Il a des amis? Non. Oui, il a plus de vie sociale. Il s'est complètement coupé. Oui, alors que c'était un jeune adolescent qui était entouré de plein de jeunes. Auparavant, quand il travaillait. Oui. Il a été jusqu'à l'âge de maintenant, ouais, ça va faire 2 ans, on va dire 19 ans et demi. Il avait sa bande de copains qu'il avait depuis l'école primaire. Et il y a eu un malaise il y a 3 ans, oui, il y a 3 ans. Quand il a raté son bac? Oui, 2 fois. Ça a commencé là un peu, il a décroché. Oui, complètement. Et puis parce que sa bande d'amis, eux, ont continué après le bac à faire des études ou à rentrer dans la vie professionnelle. Ça s'est passé un réveillon de Noël où il y a eu un problème entre eux, et puis voilà, tout a stoppé. Et Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé? Non. Non, parce que c'est un gamin très introverti, il veut pas en parler. Là, encore ce soir, j'ai dit, écoute Alexandre, tes petites finances, elles commencent à... Il va payer des impôts pour la première fois de sa vie. Oui. Et je dis, tes finances, Alexandre, elles fondent comme neige au soleil. Hein. Non, mais au-delà de ça, au-delà de cet aspect matériel, il y a un mal-être profond. Oui, parce que j'en parle à mon médecin, parce que moi, je me fais suivre avec... je me suis fait suivre par des psychiatres pendant des années, mais moi, je préfère me faire suivre par mon généraliste. Et donc, je lui en parle tous les 3 semaines. Et elle me dit, mais Jocelyne, ton gamin, il fait une dépression. Oui, certainement. Oui. Parce que, en plus... C'est probable, d'après ce que vous dites, il y a quelque chose de ce repli comme ça sur lui-même. Le fait qu'il n'ait plus aucune vie sociale, qu'il n'ait plus d'amis, c'est préoccupant. C'est un gamin qui fume pas du cannabis, qui va jamais au bistrot. Oui, il est replié derrière son écran. Il dans son studio fermé. Oui, il ne peut pas aller bien comme ça. À cet âge-là, en n'ayant plus aucun contact avec l'extérieur que via cet écran. Ta maman qui est déjà enfermée un petit peu toute seule. Je dis, mais moi, ça y est, j'ai déjà passé une bonne partie de ma vie. Donc, c'est bon, mais moi, j'ai pas envie de te voir comme ça. Je dis, à ton âge, je m'éclatais. Oui, alors, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir, si vous voulez, ça, c'est pas ce qui peut l'aider parce que finalement, ça ne fait que le renforcer dans le fait que lui, il ne s'éclate pas, justement. Et qu'est-ce que ça veut dire s'éclater, au fond? Qu'est-ce qu'on met dans ce terme? Mais en tout cas, lui dire que d'aller une fois de temps en temps, aller dans le petit bistrot du village. C'est important de dire. Essayer de retrouver ses copains d'enfance. Je crois qu'à ce moment-là, au fond, vous ne savez pas ce qui s'est passé avec ses copains d'enfance. Il y a eu un clash. C'était un réveillon de Noël. C'était un petit peu trop arrosé. Oui, mais vous ne savez pas derrière les raisons. On a parlé. Et c'était un qui comme mon gamin est très 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 sensible, puis il aurait la larme assez facile, un peu comme sa maman d'ailleurs, et donc un bourru qui l'a un petit peu bousculé, mais tout s'est arrêté là. Mais il avait plein d'amis totalement différents. Il avait celui-là, c'était pas un ami, c'était juste un copain de ses amis. C'était pas un ami à lui, hein. Il ne l'aime pas du tout. Mais
Mais après, tous ses copains ont commencé à avoir des petites copines, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis en plus... Oui, mais il a décroché avec sa bande. Il s'est passé quelque chose où, à ce moment-là, c'est important, le groupe d'amis, où il s'est replié sur lui-même. Il a été dans un isolement terrible et le seul lien avec l'extérieur passe par son écran. Voilà. Alors en plus, il y a une identification quand même très forte que vous faites entre vous et lui, parce que là vous dites il a l'alarme facile, comme moi, il ne va pas bien, comme vous dites vous aussi, vous êtes à un moment de votre vie où vous n'allez pas bien, ça ne va pas bien dans votre couple, où lui prend parti pour vous, enfin il est très mêlé aussi à vos démêlés conjugaux. Il le dit pas. Non mais Jocelyne, il ne le dit pas, il le vit. Oui, il le ressent. C'est d'autant plus embêtant, c'est-à-dire que vous dites vous-même que c'est un garçon très introverti. Il vaudrait mieux qu'il puisse le dire. Pour le moment, justement, le problème, c'est qu'il ne peut pas le dire. Et qu'il n'a personne à qui dire les choses. Donc, vous êtes proche et en même temps, il ne peut pas parler. Donc le seul lieu où il peut exister, c'est à travers peut-être ces jeux de rôle, et ça c'est problématique. Oui. Où il est là quelqu'un d'autre, un autre lui-même, certainement plus assuré, plus confiant, là où il a perdu toute confiance en lui, toute estime de lui-même. Alors quand il vous dit... C'est aussi très révélateur, cette formation qu'il devait commencer le 9 septembre, où il vous dit comme ça, où il botte en touche en disant non, me retrouver devant des enseignants assis toute la journée, non, c'est pas mon truc, je ne peux pas. On peut penser aussi que derrière tout ça, il y a une peur terrible de l'échec. Il a échoué déjà à son bac et que se retrouver dans le système scolaire, il a peur à nouveau d'échouer. Oui. Il ne se sent pas, peut-être en mesure, et peut-être à juste titre, actuellement, en état de pouvoir reprendre une formation, parce que votre fils a peut-être avant tout besoin de soins. Donc il serait important de parler avec lui au-delà de la formation, au-delà de ses finances, au-delà de la dimension matérielle, de dire tu ne peux pas continuer comme ça à rester dans cette situation d'isolement ou de dire écoute ça serait bien que tu retournes au bistrot du coin et voir tes amis, dire en ce moment tu es malheureux, il y a quelque chose qui ne va pas bien et ça serait important de voir quelqu'un et de te faire aider. Oui, mais c'est parce que donc il est très proche de sa maman et de quitte à ce qu'il voit votre médecin, un médecin. Déjà, dans un premier temps, parce qu'un psy peut faire peur. Oui, mais donc j'en ai parlé à mon médecin, donc c'était vendredi. Elle me dit, Jocelyne, est-ce que tu crois qu'il voudrait bien venir me voir ? Je sais que c'est non. Mais peut-être parce que aussi c'est votre médecin, donc il craint. Non, peut-être qu'il y a une trop grande proximité. Il l'aime énormément. Il a beaucoup de respect, il a beaucoup d'affection pour ce médecin qu'il connaît depuis qu'il est né. C'est une jeune femme de 45 ans et il l'aime énormément, mais je ne sais pas si vous avez vu dans vos émissions que les hommes, parce que mon fils marin-pêcheur, il a eu aussi une très très grosse crise pendant 4 ans, on disait il fallait vraiment qu'il aille voir quelqu'un, et donc mon fils il disait toujours maman, ça c'est pour les gonzesses ou pour les fous. Mais ils sont restés, Caroline, ils sont restés à ce genre de... Les jeunes hommes, ils sont restés comme ça. Comme ça, c'est-à-dire ? Un psychologue, un psychiatre, c'est pour les femmes ou pour les fous. Pas tous, mais c'est vrai que les garçons ont plus de mal à parler. C'est compliqué d'aller parler et d'aller parler. Le fait d'aller, il y a pas que les jeunes hommes. Pour beaucoup de personnes, encore aller faire la démarche de consulter un psychiatre ou psychologue, ça reste encore réservé aux fous. Mais heureusement, c'est en train de changer, d'évoluer. On comprend que
On peut aller parler, consulter quand on rencontre une difficulté, une épreuve dans sa vie ou qu'on est en souffrance sur le plan psychique. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'on est fou. En même temps, c'est pour ça que je disais, pour votre fils, ça peut être une étape déjà de parler à un médecin. Ça fait moins peur. Pas y aller. Oui, mais je crois qu'il est important quand même d'en reparler, de dire qu'il ne peut pas s'enfermer dans une telle solitude derrière un écran comme ça. Sa grande sœur, donc ma fille qui a 34 ans, elle essaye de lui en parler 2 fois par semaine. Elle vient le voir 2 fois par semaine pour essayer de résoudre le problème et il se bloque complètement. Mais je vous dis, ce n'est pas par rapport à son avenir tant. C'est important plus d'essayer de créer quelque chose. Alors d'abord, le problème, c'est que il y a quelque chose. C'est embêtant parce que à la fois il y a une très grande proximité, voire fusion entre vous et lui. Et ça, c'est dommage. Je trouve que ça manque un peu de. C'est dommage que le père soit exclu. Et exclu, on entend bien, parce qu'il y a conflit entre vous et lui. Non, c'est plus un conflit entre lui. Oui, mais c'est devenu un conflit entre lui. Ben oui, mais parce qu'à la base, il y a un conflit entre le père et vous. Ah oui, ça c'est sûr. Eh oui. Enfin, comme vous direz, ma fille de 34 ans, je le vis, le conflit entre papa et toi depuis 34 ans. Eh oui. Mais si vous voulez, il y a quelque chose où il faudrait essayer d'ouvrir. C'est ce que dit Brigitte, sans être dans le reproche, sans dans lui dire c'est pas dans son avenir forcément. Trouver des mots qui pourraient le rejoindre dans sa détresse et lui ouvrir de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que il ne peut pas. Comment aller bien quand on n'a pas de possibilité d'avenir, hein? Donc là, le virtuel devient un refuge. Parce que dans le monde virtuel, dans ces jeux, il devient un héros, il peut se projeter une image, un moi idéal, comme ça, où il peut être finalement avoir une image idéale de lui-même. Tout ce qu'il n'est pas, tout ce qu'il ne pense pas être dans la réalité. Oui, mais comme je vous ai téléphoné parce que vous vous demandez quoi faire. Bah justement, j'essaye de vous le dire. Mais vous avez du mal à entendre parce que la solution, elle est pas, c'est pas sur une baguette magique. Non, malheureusement. Non. Ben non. Non. J'en parle à plusieurs personnes très qualifiées et puis ils sont aussi perturbés que moi. Ils savent pas trop comment. Puis en plus, ils se bloquent parce que nous vivons quand même tous les deux tout seuls toute la semaine. Oui, mais je pense que vous êtes un peu trop, justement. Non, mais trop on dans ne la se voit fusion. que 10 minutes par jour. Oui, mais... On ne se voit que 10 minutes par jour. Oui. Mais c'est pas forcément la durée, c'est la relation. Non, il vient manger. Tiens, maman, je comprends, je comprends, mais c'est la relation qui est en jeu. Oui, nous sommes très proches tous les deux. C'est comme on dit, c'est le petit dernier. Oui. Et donc, nous sommes très proches tous les deux. Nous nous aimons beaucoup, comme j'aime autant. Mais ça, c'est normal. Autres. Mais c'est vrai que il cause des problèmes à ses 3 autres frères et sœurs. Oui, aussi, mais alors attention, hein, c'est pas. mais personne ne le bloque. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il cause des problèmes, c'est-à-dire qui est. Et je vous dis, ça ne doit pas tourner autour de. Il faut à tout prix qu'il fasse quelque chose. Bien sûr que dans les faits, oui, je suis d'accord avec vous. Il est important qu'il reprenne une formation à 22 ans. Tout reste ouvert. Ah bah oui, et dans l'avenir, bien sûr qu'il pourra reprendre une formation, mais pour l'instant, il serait important qu'il puisse accepter une aide et pouvoir déjà bénéficier, peut-être accepter qu'il ait besoin de soins. Je
Je vous rappellerai demain pour vous donner son numéro de téléphone, alors. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Façon de parler. Il faudrait qu'il ait une demande et puis à ce moment-là, vous pouvez dire, ça serait peut-être bien que tu ailles voir le médecin pour parler un peu de ça, parce que passer, voilà, vous lui en parlez, pas tous les jours, mais dire, c'est pas non plus une vie de passer toute la nuit comme ça sur ton ordinateur, d'être complètement décalé. Tu vis complètement à contretemps et tu finis par te déprimer complètement. Et là, plutôt que de parler de vous et de dire, tu sais, moi, à ton âge, je m'éclatais, attendez, Jocelyne, laissez-moi un peu terminer. Dire, il est important que lui dire, je m'inquiète pour toi. Lui dire que vous vous inquiétez pour lui parce que vous le sentez malheureux. Les mots qu'il n'arrive pas à dire, qu'il ne peut pas dire, essayez de les exprimer pour lui et dire, je pense, il est important que tu puisses aller en parler à quelqu'un. Et après, laissez-le faire son chemin, n'insistez pas tous les jours. Ah non, voilà, il faut pas non plus que ça devienne du bourrage de crâne. Ah mais je lui dis voilà. Pas tous les et jours. Peut-être qu'un jour, il va aller voir le médecin. Il a 22 ans, il pourra peut-être faire cette démarche. Je lui dis pas tous les jours, je lui dis jamais parce que je n'ose même pas le lui dire. Oui, alors il faut oser. Mais c'est-à-dire pas dans le sens de alors qu'est-ce que tu attends, vas-y, dire que vous vous inquiétez pour lui parce que vous le sentez malheureux et qu'il est en train de complètement se décaler et que vous sentez qu'il y a vraiment un mal-être comme ça et qu'il ne peut pas être bien dans sa vie en ayant ce mode de vie-là. Et que c'est dommage qu'il se gâche un peu comme ça parce que il a beaucoup d'atouts en lui et qu'il est en train de perdre totalement confiance en lui et que ça c'est dommage et qu'il pourrait être aidé de façon à reprendre confiance en lui. Ce sont des paroles qui peuvent faire son chemin doucement. Voilà, il faut lui laisser un petit peu planter comme ça des petites graines et ça peut germer. Bon courage en tout cas. Au revoir Jocelyne. Merci Caroline. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Yves Montand, le chant des partisans. C'est l'occasion de faire un petit clin d'œil amical à Nick. Bonsoir. Non, avant d'accueillir Jean-Marc pour Jocelyne qui doit être à l'écoute des messages qui arrivent au 7 39 21. Osiris qui dit n'a-t-il pas un ami qui pourrait le faire sortir ? Ben non, justement, le fils de Jocelyne s'est complètement coupé de ses amis et c'est bien ce qui est préoccupant. Le subversif dit proposez-lui peut-être une réussite valorisante, une activité qui pourrait le renarcissiser, qui pourrait lui redonner un peu une part de virilité, une occasion, peut-être une activité avec son père, l'occasion d'échanger. Brigitte qui dit qu'il faudrait qu'il se sente véritablement rejoint dans son enfermement actuel, qui ne doit pas le satisfaire. Ava qui dit à ce stade de l'addiction, il est devenu no life, c'est ce qu'on appelle comme ça les gens qui sont complètement branchés sur Internet, et nécessite la prise en charge de spécialistes pour lui permettre de se réinvestir dans le réel. Quelqu'un dit il faudrait qu'il parte voyager, il se trouvera peut-être même faire du bénévolat. En tout cas, il y a quelque chose où il nécessite vraiment la nécessité d'une prise en charge et de soins, parce qu'il y a certainement derrière un état dépressif. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Caroline. Bonsoir. La chanson d'Yves Montand m'a donné des frissons. Oui, vraiment chouette. Elle est superbe, oui. Oui. Alors voilà, j'ai 56 ans. Je suis en instance de divorce depuis donc 1 an et demi. Divorce qui s'est très très mal passé donc dans la violence. Et puis donc je vis seul, puis maintenant j'en peux plus quoi. Donc j'ai fait appel à une agence de rencontres il y a 1 mois maintenant. Oui.
J'ai rencontré une personne donc samedi après-midi dernier. Oui. Pour moi, donc j'avais eu donc une conversation téléphonique avec elle. J'avais totalement flashé sur cette personne. Déjà au cours de la conversation. Oui, sur plusieurs conversations téléphoniques. Oui. J'avais totalement flashé. C'était elle qui me convenait. Mm-hmm. Et effectivement, lors de notre rencontre, c'était elle, et puis c'était personne d'autre, quoi. Bon. Mm. Et puis j'ai appris donc à la fin de la rencontre, que je ne convenais pas à cette personne. Bon, c'est tout. Alors ce qui se passe actuellement depuis dimanche matin, c'est que le calvaire que j'ai vécu il y a 1 an et demi en me retrouvant tout seul, je le revis actuellement. Oui. Parce que je ne peux plus. Je ne peux plus. Et puis donc j'ai des difficultés donc pour comment je pourrais dire, au niveau psychique, au niveau santé, enfin bref, tout ça se dégrade. Vous vous sentez triste? Oui, très triste. Oui, je suis sincèrement, j'ai des idées noires, et même en vous parlant, donc j'ai du mal à rester calme. Oui, parce que le fait que ça ne soit pas partagé, ce coup de cœur que vous avez éprouvé pour cette femme-là, lors de cette rencontre, ça vous a profondément peiné et ça vous fait revivre ce que vous avez vécu lors de votre divorce. Vous parlez de calvaire. Exactement. Oui. En quoi ça a été si violent, ce divorce? Parce que vous dites que vous m'avez dit que ça s'est passé dans la violence. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en garde à vue, pratiquement avec les menottes, enfin bref. Oui. Pour quelle raison? Alors que je suis un non-violent. Oui. Et voilà, donc je ne peux pas vous en donner les détails, comme ça. Mais ma femme s'est imaginée que je l'agressais, et puis donc il y a eu intervention des voisins qui m'ont tapé dessus, carrément. Et donc la police est intervenue, enfin bref, j'ai reçu des coups, j'ai été abîmé physiquement, et puis en fin de compte, comme ça s'est passé dans la rue, j'ai pas eu gain de cause, au contraire, je me suis fait avoir, quoi. Et donc là-dessus, mes fils se sont en quelque sorte acharnés sur moi, et puis c'est tout. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je n'ai plus du tout de nouvelles de qui que ce soit. Et puis je suis totalement isolé, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'avais fait appel à une agence de rencontres. Et puis je m'aperçois qu'aujourd'hui je suis reparti dans le même système de tristesse, d'idées noires et tout ça, puis d'envie d'en finir, puis c'est tout, quoi. Tout simplement, quoi. Ouais. Alors, en même temps, semble-t-il, il y a quelque chose autour de cette séparation qui s'est passée dans des circonstances difficiles et qui vous laisse dans un état de désarroi très grand, de solitude, de vide que vous cherchez à combler par une rencontre, mais avec tous les risques que cela comporte, parce qu'on voit bien cette femme sur laquelle vous avez flashé, pour reprendre votre expression, et où ce n'est pas réciproque. Alors c'est toujours un sentiment un peu pénible quand on a comme ça un coup de cœur pour quelqu'un et puis qu'on s'aperçoit que ce n'est pas partagé. C'est pas agréable. Pour autant, pas au point d'avoir des idées noires. Vous, ça vous fait ça parce que vous revivez quelque chose qui n'est pas encore digéré, comme on dit familièrement. Donc ça montre que ça mériterait, que vous avez besoin de vraiment, véritablement, de vous reconstruire.
sur un plan personnel. J'essaie de me reconstruire. Eh oui, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que finalement, vous êtes. Ce divorce a eu lieu quand ? Donc au mois de courant septembre de l'an dernier. Oui, c'est très récent. Mais le système était mis en route depuis 1 an et demi, voire presque 2 ans, quoi. Ouais. Donc par rapport à ça, c'est. Alors cette violence dont vous nous parlez, elle est en vous. Enfin, il y a quelque chose, elle est en vous, et pour le moment, elle est en train de se retourner contre vous-même. Oui, parce que je ne peux pas faire mal aux autres. Je n'ai pas de haine envers mes enfants, envers mon ex-femme. Je n'ai pas de haine. Mais par contre, indirectement, je me détruis. Voilà, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans un processus d'autodestruction. Oui, parce que je travaille, je suis dans un service public. Oui. Je me lève très tôt le matin. Oui. Je vois énormément de monde. Oui. Ensuite, j'ai pas mal d'activités à côté, quoi. Je fais du théâtre, enfin bref, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Oui. Mais le trou noir, c'est le soir, quand je me retrouve seul. Parce que j'ai tout laissé chez moi. Je n'ai plus de famille. Oui. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus mes enfants, je n'ai plus rien. Donc, jusqu'à maintenant, depuis le temps, j'essaie de me reconstruire. Je me suis racheté une petite voiture, j'essaie de... et dans ce sens-là, c'est pour ça que je voulais absolument reprendre une vie normale, entre guillemets. Mais ça commence à être un peu trop dur pour moi. Ça commence à être Non, je commence à ne plus pouvoir sortir la tête hors de l'eau, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que ça fait beaucoup pour vous. Vous avez un sentiment d'injustice. Peut-être par rapport à vos enfants, quel âge ont-ils ? Mes enfants ont 22 ans, et puis le plus jeune va sur 18 ans à peu près. Laissez peut-être eux aussi ont dû être très très secoués, très bouleversés par ce qui s'est passé. Peut-être ils sont encore dans l'après-coup, dans le séisme de cette séparation. Ça ne veut pas dire que vous les avez perdus définitivement. Mais c'est-à-dire que ils ont participé au matraquage, quoi. Surtout le plus vieux, quoi. Ils étaient présents au moment des faits. Non, mais au matraquage symbolique, vous voulez dire? Matraquage symbolique, donc ils ont déménagé toute la maison. Enfin bref, je me suis retrouvé dans une maison pratiquement vide de ses meubles, pratiquement vide de. Tout était parti, quoi. Alors c'est tout quand au soir vous repensez à tout ça, c'est tout, c'est la solitude, c'est le. Vous êtes matraqué par la solitude, et puis ça va bien quelque temps, mais après c'est tout, quoi. Oui, mais vous savez, le risque, Jean-Marc, c'est que justement par une nouvelle rencontre, peut-être un peu trop précipitée, c'est que vous cherchiez à retrouver ce qui a été perdu. Effectivement. Or, vous ne pourrez pas retrouver ce qui a été perdu. Vous allez, à un moment donné, il faut déjà vous retrouver, vous. Mais oui, mais comment? C'est ça le problème. Ça prend un peu de temps, c'est-à-dire renouer avec vous-même, cette violence, la violence de la séparation, ce vide, cette béance que vous ressentez, tenter de la combler, pouvoir en parler. Je crois qu'il est important vraiment, je vais le redire, mais de faire un travail sur soi quand il y a un deuil à faire. Il y a vraiment un deuil à faire et ça prend du temps. Et là, quand on est un peu plus en paix avec soi-même, du coup, on peut véritablement rencontrer quelqu'un.
parce que on ne rencontrer quelqu'un, ça veut dire accepter l'inconnu. Vraiment accepter de faire un saut dans l'inconnu. Or souvent, quand on vit une séparation, on est tellement dans cette peine, dans un désarroi, dans ce poids de la solitude, que consciemment ou inconsciemment, on veut retrouver ce qu'on a perdu. Et on ne peut qu'être déçu. Oui, effectivement, oui. Donc il faut déjà un petit peu s'apaiser. Et pour ça veut dire que il y a une traversée à effectuer. Il faut déjà avant de retrouver quelqu'un, il faut se retrouver soi. Oui, mais de quelle manière? Parce que bon, jusqu'à maintenant. Oui. Pardon. Jusqu'à maintenant, donc bon, j'ai consulté mon médecin traitant, quoi. Mais bon, je n'ai pas. J'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas me faire aider par un psychologue. Et pour quelle raison un point d'honneur? Pourquoi vous mettez votre honneur là-dedans? Je veux être fort. Je veux être. Ah oui, mais et en quoi c'est quoi être fort selon vous? Vous savez, jusqu'à maintenant, bon, dans mon couple, on a toujours été de découvert en découvert, au niveau donc financier. Oui. Et ça à de multiples reprises. Oui. J'ai fait donc des centaines d'heures supplémentaires. J'ai failli me tuer sur la route, en m'endormant au volant l'après-midi et tout ça. Et total, je m'aperçois qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Vous voyez. Alors j'ai toujours réussi à combler ces vides. Donc financiers, j'ai toujours été fort, quoi, pour dire de faire ça. Alors aujourd'hui, faire appel à autre chose, j'aimerais m'en sortir tout seul. Mais bon, je m'aperçois que... Oui, mais dites-vous, Jean-Marc, que vous avez le droit aussi d'avoir des moments de fragilité, des moments où effectivement quand vous rentrez chez vous le soir, vous pouvez un peu tomber le masque et avoir envie de pleurer, que la solitude devienne trop pesante. Et c'est peut-être justement cela aussi qui est écrasant, de toujours vouloir donner cette image de quelqu'un de fort. C'est peut-être ça qui est trop lourd à porter. Parce que moi, je ne connais pas de personne qui ne soit que forte. Ça n'existe pas, en vrai. Mais c'est toujours pareil. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'allais essayer de rester calme. Donc, pendant l'émission, quoi. Mais bon, en réalité, je n'arrête pas de pleurer. Mais oui, mais je veux dire, Jean-Marc, c'est pas être faible, ça. Il y a des moments dans la vie où on peut mettre un genou à terre, voire même les deux. C'est humain, ça. Et c'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez pas le faire. Je veux dire, je vous dis, on a tous nos forces et nos fragilités. Et ceux qui se disent tout le temps forts et qui regardent avec une certaine arrogance ceux qu'ils considèrent comme faibles ne sont pas aussi forts qu'ils le prétendent. Parce qu'en général, quand ils s'écroulent, ça peut faire mal. Donc, ce sont des images, ça. Et justement, parfois, vouloir être toujours fort, c'est très lourd à porter. Donc, au contraire, je crois qu'il faut vous autoriser à avoir des moments comme ça où vous pleurez, parce que c'est aussi libérateur, c'est aussi des moments où vous pouvez vous dire oui, c'est difficile, oui, c'est douloureux, et où vous exprimez vos émotions. Et plus vous le ferez et trouver un lieu où vous pourrez en parler et être soutenu, c'est aussi comme cela que vous avancerez. Je vous propose qu'on accueille Bernard qui est avec nous au 3921. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très ému d'abord. Jean-Marc, oui. Ça m'arrive. Ça fait 2 ans que je suis séparé de mon ex-femme et que ça a été extrêmement dur et que je chiale tous les soirs. Et puis, faut pas hésiter, quoi. Et vos enfants, moi je suis séparé de mes enfants
parce qu'ils n'ont pas accepté notre séparation avec mon ex-femme. Mais maintenant, la vie est un combat. Et puis, il faut y aller, quoi. Et on est des hommes, hein. Mais les hommes, ils ont le droit de pleurer. Ils ont le droit de pleurer. Allô ? À force de combattre, je ne peux plus. Ah si, Jean-Marc. Vous avez un boulot ? Vous avez une dignité ? On peut se tutoyer, ça ne me dérange pas. Non, c'est pas un souci pour moi. Bon, tu as un boulot, tu as une dignité, tu as des enfants. Moi aussi, j'en ai. Et puis les mecs, là, on est mardi soir, et ben des fois on a le droit de pleurer, puis pour repartir demain matin plus fort. Il faut pas hésiter à consulter. Oui, je sais pas j'aimerais ce que vous en pensez, Madame Caroline, mais mais moi je pense que c'est essentiel de pouvoir avoir un lieu où on va justement dire confier que l'on va pas bien et parce que ça fait du bien à un moment, je vous dis, de tomber le masque et de pouvoir justement après on peut repartir de plus belle. On peut pas toujours être fort en permanence. Je n'y crois pas. Personne ne l'est. C'est pas vrai. Donc il faut s'autoriser et c'est comme cela que justement on peut c'est en admettant aussi qu'on est fragile qu'on se renforce. Vous voyez, c'est certainement pas en se mettant une carapace. Mais voilà, mais bon, mais en tout cas, mais merci beaucoup de cet échange. Si peut-être vous voulez prolonger hors antenne, on peut vous mettre en relation tous les deux. Il y a le subversif qui dit, vous savez, Jean-Marc, c'est votre réhabilitation que vous espérez. Vous pouvez bien sûr vous réhabiliter parce que votre honneur est intact, mais pas le regard que vous portez sur vous-même et qu'il faut soigner. C'est vous votre principal procureur et il a raison, c'est ça. Exactement. Il faut modifier le regard que vous portez sur vous-même. Avant tout. Excusez-moi Caroline. Et on peut tomber très bas. Oui. Et puis d'un coup, boum. Se relever. C'est le livre de Philippe Labro. Exactement. C'est tomber, c'est toi se relever, je sais pas, c'est très bon. Parce qu'on fait une réflexion sur soi-même. Exactement. On a fait des erreurs. Ouais. Et ben les erreurs, on les corrige. Merci beaucoup. Mais ne raccrochez pas, on peut vous mettre en relation. Bonne continuation, Jean-Marc. Merci beaucoup de votre appel, Bernard. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci. C'est la sous Black Part Love. Très belle nuit. À l'écoute d'Europe 1, faites de jolis rêves. Il est 1h, l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.